mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité pour revenir sur un sujet non moins important que nous avions déjà annoncé il y a quelques jours. Vous le savez, au terme des inondations qui ont eu lieu à Kinshasa après la vague de pluie du 4 au 5 avril, pas seulement à Kinshasa d'ailleurs, mais dans certaines autres provinces. Il y a une cellule de crise qui avait été créée autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dont les travaux se sont poursuivis après le retour de la Première ministre autour de son autorité pour faire le point justement des différents aspects dans la gestion de cette crise. Cette réunion s'est poursuivie cette fois-ci avec le président de la République. Elle a été élargie aux spécialistes, non pas seulement pour analyser les conséquences de la vague de ces inondations, mais aussi pour prendre des mesures qui nous permettront dorénavant d'avoir un dispositif, un protocole qui permette de bien gérer cette situation. Dans la cellule gouvernementale qui était chargée de travailler sur ces questions au quotidien, nous avons le privilège d'avoir un de ses éminents membres, en l'occurrence le ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, Monsieur Guy Luando. Bonsoir. Bonsoir, cher Patrick, cher collègue. Merci de vous associer à cet exercice de redevabilité parce que nous l'avions promis. Il y a eu ce que nous avons tous déploré. Il y a eu une réponse du gouvernement aux côtés du gouvernement provincial. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à suivre de près la situation des sinistrés pour voir dans quelle mesure on leur apporte des appuis qu'il faut. Mais, Monsieur le ministre d'État, ce soir, nous n'allons pas nous focaliser sur la gestion de la question des sinistrés, mais nous allons nous focaliser plutôt sur les mesures sur lesquelles vous avez réfléchi en tant que membre du gouvernement, en tout cas de tous les secteurs qui étaient directement concernés par les inondations autour de la Première ministre. Les propositions ont été faites au président de la République qui lui-même s'est porté comme caution notamment sur la nécessité, par exemple, des opérations de démolition qui se feront bientôt sur certains sites. Monsieur le ministre d'État, heureux de vous recevoir à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire des mesures qui ont été prises par le gouvernement et surtout comment vous allez vous assurer que ces mesures sont effectivement respectées dans un contexte où il est reproché notamment à certains agents de l'administration d'être à la base de la délivrance des titres sur des zones non édificantes? Merci, chers collègues, pour cette question. Il est vrai qu'à la suite des événements qui ont eu lieu le 4 et le 5 avril de l'année en cours, où nous avons décrié, plairé les nôtres, nos populations, près de 80 personnes qui ont perdu la vie, des écoles détruites, des centres de santé qui ont été touchés, et une vague de déplacement de près de 10 000 de nos populations vers des sites qui ont été choisis, notamment le stade de Martyrs, le stade Tata Raphaël et tant d'autres. Votre gouvernement, notre gouvernement, s'est immédiatement penché sur la question, en commençant par la ville, parce que ça concerne d'abord la ville de Kinshasa, où nous habitons nous tous, mais également au niveau national. Et donc, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait mis en place un comité de crise qui avait regroupé toutes les administrations pour se pencher sur cette question. Et de ces assises, il fallait d'abord qu'on comprenne les causes. Comment on en est arrivé là à toutes ces inondations, sur le plan technique, sur le plan structurel. Et ils ont donc élaboré un plan d'urgence qui a plusieurs points. Et de ce plan d'urgence, ça a été élargi pour que des actions concrètes soient mises en œuvre sur le plan social, sur le plan technique, sur le plan légal et réglementaire, et aussi sur le plan financier. Donc de ce plan d'urgence qui a été élaboré sous la coordination du Comité permanent d'alerte et des urgences, le CPAI en cycle,
les autres sectoriels qui sont concernés. Au-delà du ministère de l'Intérieur, vous avez là le ministère des Infrastructures, parce qu'il y a des mesures qui portent sur le curage de caniveaux et de voies de drainage, parce qu'il s'est fait que beaucoup de voies d'évacuation d'eau de pluie dans la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, c'est rempli de sable, c'est rempli de beaucoup de déchets. C'est concerne la gestion de déchets et d'assainissement de la ville. Et donc, il faut immédiatement procéder au curage. Donc, le ministre des Infrastructures a été instruit qu'à Tansé à travers ses structures sous sa tutelle, dont l'Office de voirie et drainage. Et donc, ça, c'est au niveau sectoriel. Le ministre de la Santé également. Vous savez, lorsqu'il y a des crises humanitaires, cela amène également des crises de santé publique. Et donc, il avait, au-delà de la gestion actuelle, pour ce qui est de médicaments et de soins apportés à nos populations, le gouvernement a pensé qu'il était plus que urgent que, pour ce qui est de l'avenir, que nous puissions disposer dans toutes les provinces des unités d'intervention médicale qui sont totalement dédiées pour que lorsqu'il y a des cas de catastrophes naturelles, on n'a pas à aller à gauche, à droite, tout de suite ces équipes peuvent descendre sur le terrain et intervenir. Il faut constituer également des stocks de médicaments dans chacune des provinces pour permettre à ce que, quand il y a survenance de ce type de cas de force majeure et de ces événements imprévisibles, qu'au moins on a des médicaments pour au moins assurer les soins de première nécessité. 3, le ministre de la Santé a proposé également la formation du personnel médical, parce que le cas de crise liées aux catastrophes, c'est des crises assez spécifiques qui demandent des interventions spécifiques, notamment des gens qui sont entraînés pour faire l'évacuation. Vous savez, quand il y a des montées des eaux de pluie, il faut qu'il y ait des gens qui savent comment nager. Toutes ces questions ont été évoquées. Le ministre de la Santé avait proposé la création et l'installation de ces brigades d'intervention. Il a également demandé, au niveau du ministère des Affaires sociales, qu'il soit carrément au-delà de l'établissement qui s'occupe de la Caisse nationale de la gestion des catastrophes naturelles, où il y a des problèmes au niveau juridique quant à son statut, au décret portant sa création, qu'il y ait une harmonisation qui permet à ce que le ministère des Affaires sociales puisse jouer pleinement son rôle avec des structures qui sont placées sous sa tutelle. Il faut aussi, dès aujourd'hui, clarifier les rôles des uns et des autres. Ça veut dire, le gouvernement central a estimé qu'il ne faut pas qu'il y ait une intervention où tout le monde intervient n'importe comment. Il faut qu'il y ait un protocole établi où on sait que quand il y a catastrophe, qui intervient en premier, suivi de qui, pour dégager la question des responsabilités. Parce que quand la prise en charge n'est pas à son rendez-vous, quand les gens ne sont maltraités, il y a les cas de malnutrition et ainsi de suite, au moins on sait qui réprimer dans les cas d'espèce. Le gouvernement a également pris la mesure pour ce qui est de l'opérationnalisation de la coordination des réponses à tout ce qui est catastrophe naturelle. Il y a une coordination qui existe, mais qui n'avait pas vraiment, qui ne fonctionnait pas en plein régime. Et donc, il avait été donc décidé d'opérationnaliser cette coordination. Toujours au niveau des affaires sociales, la question de la communication. C'est là donc il avait été recommandé à la collègue de la ministre des Affaires sociales, ensemble avec vous, comme ministre de la Communication, pour initier des campagnes d'éducation civique. Il faut que les gens sachent que lorsqu'il y a survenance de catastrophes naturelles, comment s'y prendre. Il ne faut pas paniquer. Et tout cela, ça fait l'objet de petits apprentissages qui permettent déjà, si quelqu'un a l'information, c'est un peu comme dans l'armée. Les militaires savent que lorsqu'il y a coup de canon, il faut d'abord localiser le son d'où ça vient, parce qu'on ne fuit pas n'importe comment, de peur d'aller plus vers les dangers que de se cacher. Et donc, il y a toute une campagne qui va être organisée dans l'ensemble du pays pour que les personnes s'habituent à comment s'y prendre en cas de catastrophe naturelle. Donc, il faut une sensibilisation. Au niveau des affaires sociales, il ne faut plus qu'on s'y prenne comme ça a été le cas, où dès qu'il y a catastrophe, heureusement que nous avions des infrastructures, que le chef de l'État, le premier des sportifs, a daigné doter le pays dans le cadre des Jeux de la francophonie. Imaginons qu'on n'avait pas le stade Tata Raphaël, il n'y avait pas le stade de Marty, encore que ça c'est Kinshasa. Qu'en est-il de la survenance de ce type de catastrophe lorsqu'il s'agit des provinces? Alors le gouvernement, en toute responsabilité, a estimé qu'il faut qu'on ait des sites dédiés uniquement pour accueillir
nos compatriotes lorsqu'il y a survenance des catastrophes, et cela sur l'ensemble du pays dans toutes les 26 provinces. Et avec une administration, évidemment, qui n'aura comme rôle que d'entretenir et de pouvoir s'occuper de nos compatriotes dans ce cas d'espèce. Il avait donc été rappelé, comme vous le savez, avec ce qui s'était passé sur la route de Matadi, à Mitendi. Il y avait ce cas qui avait survenu. Le chef de l'État avait immédiatement instruit notre collègue le ministre de l'Urbanisme pour la construction de logements sociaux. Bien sûr. Après l'aéroport, dont il y a près de 1000 logements qui ont été construits, qui étaient une réponse à cette crise humanitaire. La collègue, la ministre des Affaires sociales, avait également recommandé qu'il y ait une brigade de transport. Vous savez, avec ce qu'il y a eu avec la montée des eaux, il faut qu'il y ait une brigade, soit au niveau fluvial, soit au niveau routier, mais bref, qu'il y ait c'est un peu comme les corps de pompiers, un corps dédié, formé, entraîné, pour faire face en cas de survenance de catastrophes naturelles. Alors, au niveau technique, il avait donc été demandé de manière immédiate qu'on procède à la surveillance des zones dites interdites. Parce que vous savez, ce qu'on appelle les zones non aedificandi. Le constat qui a été fait, c'est que nos compatriotes eux-mêmes se choisissent où ils doivent aller s'installer. Et donc, on est dans un phénomène des occupations volontaires, au lieu que ce soit le phénomène d'occupation réglementée. Donc, quelqu'un se réveille, il trouve, il y a même de ceux-là qui estiment que tel espace est inoccupé, lui-même, il vient, il s'installe. J'ai vécu ça, moi-même, à la Gombe, il y a une rue qui venait d'être réhabilitée, et tout de suite, les compatriotes ont installé les Maléwa, ce qui n'est pas mauvais. Mais le lien n'est pas approprié, une route qui venait à peine d'être installée, disons, réhabilitée, modernisée, et ils s'invitent d'eux-mêmes pour installer des maisons de fortune pour vendre les Maléwa. Alors qu'on sait bien que lorsque vous avez un chantier, dans les normes de construction, vous êtes censé, dans votre chantier, qu'on sache où les gens vont aller se soulager et comment ils vont manger. C'est des normes qui relèvent de normes urbanistiques, mais que les gens ne respectent pas. Et donc, renforcer ces contrôles à travers les services appropriés. Il faut également permettre à ce que la problématique de la planification, parce que nous avons des villes, nous avons des provinces, nous avons ce qu'on appelle les entités territoriales décentralisées, cher Patrick, qui ne disposent pas de plans, qu'on appelle le plan d'aménagement, le plan d'occupation. Nous aurons l'occasion, hein, vous pouvez avancer ça, mais vous allez nous dire les réformes que vous comptez justement implémenter pour répondre à ces défis à travers la République. Au niveau du ministère de l'Environnement, la question de la gestion des déchets, tri, recyclage et gestion de ces déchets. Vous savez que partout au monde, si vous avez une usine qui fabrique des emballages en plastique, vous devez investir également dans la chaîne de gestion des déchets, soit au-delà des services de la ville ou de l'entité concernée. Vous, comme entreprise, vous devez investir dans les camions de ramassage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, le comité s'était aussi penché sur cela pour que nous ayons un système de collecte régulière, de tri à la source et de recyclage. Parce que de nous-mêmes, nous constatons aussi, nos compatriotes, on jette des choses dans les caniveaux, ce qui peut faire que ça soit bouché. Nous-mêmes également, nous sommes à la base de ça en termes de construction. Vous savez qu'il y a des gens qui construisent sur les lits des rivières, qui construisent sur les qui bouchent même les égouts. Il y a des endroits où, quand vous étiez petit, c'était affecté à autre chose. Vous revenez 5 ans, 10 ans après, c'est devenu un immeuble, c'est devenu un hôtel. Des fois, c'est dans les espaces inappropriés. Au niveau toujours technique, le gouvernement avait identifié un certain nombre de voiries et de routes, en tout cas qui sont d'une importance capitale pour permettre, dans le cadre du pilier numéro 3 du gouvernement, à savoir l'aménagement du territoire et assurer la connectivité maximale, que les routes, le programme de réhabilitation, je crois que vous avez vu, que ce soit à Kinshasa ici, la ville est en train de faire, et notre collègue le ministre des Travaux publics a exposé sur un certain nombre de programmes de modernisation et d'accessibilité de nos routes. Et je vais revenir, comme vous avez vu, vous avez dit à la fin, pour ce qui est vraiment de l'aménagement. Ça, c'est de façon générale, cher Patrick, les différentes mesures qui ont été prises sur le plan technique. Enfin, sur le plan légal, notre collègue, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a sollicité et obtenu du gouvernement
l'exécution de son arrêté, l'arrêté qu'elle avait pris dernièrement, pour ce qui concerne le morcellement. On se retrouve actuellement où des maisons 5 sur 5... Demi. Et donc, le gouvernement a demandé à ce que cela soit respecté, en tout cas l'arrêté du 20 février 2025. C'est ma collègue, la ministre des Affaires foncières. Ils ont également rappelé la descente qu'ils avaient effectuée avec le collègue, le ministre de l'Urbanisme, pour aller visiter les sites à problème. Et le gouvernement a demandé à ce qu'elle avait sollicité à la 23e réunion du Conseil des ministres, qu'on puisse procéder immédiatement à la destruction de tous les ouvrages qui se trouvent dans les sites qui ont été qualifiés conformément au plan comme des sites à risque. Et donc, le gouverneur de la ville, il avait donc été demandé à notre collègue, le ministre, le VPM intérieur, pour que immédiatement que le gouverneur de la ville puisse se pencher sur cette question pour procéder à la destruction de ces constructions anarchiques. Et toujours au niveau légal, le secteur de l'aménagement du territoire, nous allons y revenir, avait posé le problème de la problématique de la réglementation dans le secteur de l'aménagement qui souffre aujourd'hui d'un cadre normatif. Et donc la loi sur l'aménagement du territoire, le gouvernement a demandé que ce processus qui est encore en cours au niveau de l'Assemblée puisse être achevé afin que la loi sur l'aménagement du territoire retourne au chef de l'État pour sa promulgation. Il a aussi été demandé le respect de l'arrêté interministériel sur les servitudes d'utilité publique et aussi un accompagnement, en tout cas, pour que tout ce qui concerne l'occupation soit fait selon les normes. Voilà, cher Patrick, de manière liminaire, en tout cas, j'essaie de ramasser ce qui a été comme des mesures, mais nous pouvons aller dans le détail pour chaque sectoriel, même si chaque collègue pourra y revenir de manière beaucoup plus concrète. De toute évidence, il y aura justement un moment où on vous posera des questions pour aller dans les détails de ces mesures. Mais, Monsieur le ministre d'État, vous convenez avec nous que si nos villes étaient bien aménagées, on n'aurait pas eu autant de dégâts, parce qu'on ne peut pas empêcher aux pluies de tomber ni aux catastrophes naturelles de survenir, mais on peut, de par notre comportement, de par la manière d'aménager, éviter que nous ayons des dégâts de ce type. Alors, qu'est-ce que vous avez pu engager comme réforme en tant que ministre d'État de l'aménagement du territoire pour préparer justement les pays à avoir un cadre d'aménagement bien respecté de tous? Merci, chers collègues. Comme vous le savez, les territoires font partie des éléments constitutifs d'un État. L'État a 4 éléments, vous le savez très bien. Vous avez un pouvoir politique qui est assis sur une population, et cette population, on les trouve sur un territoire. Et ce pouvoir doit faire l'objet d'une reconnaissance sur le plan national et international, ce qu'on appelle la souveraineté. Et donc, les territoires qui est mal aménagé, un territoire où la population, en termes d'activité ou en termes d'occupation, si elle n'est pas faite conformément à une planification, la conséquence que nous allons avoir, c'est l'anarchie. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, où chacun se permet de faire ce qu'il veut faire, que ce soit des projets publics, que ce soit des projets privés, qui ne respectent aucunement quoi que ce soit. Ce secteur qui a débuté son processus de la réforme depuis 2017, et on doit rendre un hommage au chef de l'État, qui a fait de ce ministère le ministère d'État. C'est pour la toute première fois où l'aménagement a été érigé, élevé au rang du ministère d'État. Ça veut dire que ça montre l'importance que le chef de l'État a accordée à ce secteur. Et tout de suite, on s'était mis au travail. Nous avons donc eu, au mois de juillet 2020, un outil extrêmement important qui est la politique nationale d'aménagement du territoire, qui n'est rien d'autre que, vous savez, l'aménagement d'un territoire, cela dépend de ce que nous on veut faire de ce territoire. Mais donnez-nous des exemples concrets pour qu'on comprenne c'est quoi. On parle d'aménagement, on parle d'urbanisme, on parle d'affaires foncières, mais quelle est la spécificité et l'importance justement de ces ministères que le président de la République a bien voulu élever au rang des ministères d'État? Alors, au-delà de l'ordonnance portant attribution des ministères, vous êtes d'ailleurs concerné, chaque ministère a ses attributions. L'urbanisme concerne, comme le mot le dit, le milieu urbain, donc au niveau des villes. Et l'aménagement, c'est au-delà du milieu urbain, ça va bien au-delà de ça. De manière concrète, donc la ville de Kinshasa, là où les communes, là où nous sommes, tout ce que nous avons, par exemple, Lingwala, Gombe,
c'est du ressort de l'urbanisme. Oui, ça c'est dans le milieu urbain, ça c'est l'urbanisme. Ça, c'est l'urbanisme et habitat. Voilà pourquoi dans les temps, c'était des ministères qui étaient ensemble. Tout à fait. Voilà. Mais je vais d'abord revenir pour que vous compreniez. Si on estime qu'une église peut être en face d'un bar, c'est un choix qu'on fait de l'utilisation de cet espace physique. Ça veut dire que les uns sont dans un culte, en train de louer Dieu, de célébrer, invoquer le Saint-Esprit, et d'autres en train de danser. C'est un choix. Mais si nous disons que non, les églises, on les regroupe à tel endroit, et les gens qui veulent, voilà, c'est la vie privée, c'est cette orientation dans l'occupation de l'espace, c'est ça l'aménagement. Tout à fait. Et nous, on planifie en amont, que ce soit en termes d'industrie. Vous savez, comme aujourd'hui, ces bâtiments de la RTNC, pour avoir ce projet structurant de ce genre, il faut que cela obéisse à une planification en amont. D'où l'importance de l'aménagement. Et nous avons dit donc en 2020, la politique, qui est un cadre d'orientation. À part la politique, on a constaté que depuis 1957, on n'avait pas un cadre normatif. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de loi, à part le décret sur l'urbanisme, mais qui en réalité n'était pas sur l'aménagement. Et donc, le chef de l'État, à travers le gouvernement de la République, s'est penché sur cette question. Et aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a ce projet de loi qui est au niveau de l'Assemblée nationale, donc au niveau du Parlement dont on attend. Donc on pourra y revenir pour en parler un peu plus sur ce que cette loi va changer dans la vie des Congolais. Troisièmement, c'était au-delà des provinces, au-delà des villes, comme des ETD, il faut permettre à ce que les provinces, Patrick, tout projet de développement au niveau des provinces, au niveau des ETD, donc au niveau des territoires, au niveau des secteurs, doit faire l'objet d'une planification qu'on appelle soit les plans provinciaux d'aménagement, il y a les plans locaux d'aménagement et des plans simples d'aménagement du territoire. Et pour les élaborer, nous avons donc produit un outil qu'on appelle le guide méthodologique d'aménagement du territoire pour permettre à ce que les gouverneurs, moi-même j'ai été convié à la dernière conférence de gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi pour expliquer aux gouverneurs de province l'importance de se pencher sur cette question parce qu'on ne peut pas envisager développement agricole, développement industriel sans qu'il y ait une planification, ça veut dire un outil d'orientation pour tous ces projets structurants parce que c'est la base même du développement dans le pays. Et le quatrième outil, cher Patrick, le gouvernement a produit, c'est le schéma national d'aménagement du territoire dont j'ai lancé l'atelier de validation hier, mais il nous fallait 2 ans pour élaborer 2 études importantes, à savoir l'étude sur le capital forestier et le potentiel agricole. Donc aujourd'hui, tous ces outils sont prêts, il ne nous reste que la loi. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce territoire qui est déjà occupé? Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces constructions qui y sont déjà érigées? Eh bien, au-delà du projet de la rocade, parce que quand on parle de ça, c'est un peu virtuel, il y a le projet de rocade, où nous allons expérimenter pour la première fois, puisque tous les outils de planification sont disponibles. Tout au long de la rocade, je crois que vous avez suivi, mon collègue, le ministre de l'Urbanisme, a pris un arrêté interdisant l'octroi de permis de construire sur toute cette zone, que ce soit la rocade de Sud-Est et Sud-Ouest. La ministre des Affaires foncières, la MINETA, ministre des Affaires foncières, a interdit la délivrance des titres sur toute cette zone, toute la rocade, parce qu'on veut faire de cette rocade une zone avec des zonages pour affecter là où on peut avoir des stations d'essence, là où on peut avoir les hôtels, là où on peut avoir des sites d'hébergement, là où on peut avoir toute cette planification dans l'occupation. Nous allons l'expérimenter tout au long de la rocade du projet avec la réévaluation du contrat avec la SICOMINE. Voilà un peu, cher Patrick, ce qui a été fait au niveau de l'aménagement du territoire. Et la mise en œuvre de tous ces outils vont nous permettre d'avoir effectivement un territoire résilient. Et là, avec l'AFD, l'Agence française de développement, notre collègue, le ministre des Finances, a signé une convention de prêt de 58 millions d'euros. Ça sera une expérimentation d'une ville durable de Boma, lequel projet est piloté au sein de mon ministère par l'Agence nationale d'aménagement du territoire, l'ANAT, qui est une des innovations, parce que je vous ai parlé du cadre normatif, mais il fallait également une évolution au niveau institutionnel. Et donc nous avons mis en place l'ANAT, qui est l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui va piloter ce projet de ville durable de Boma, 58 millions d'euros. Il y a le FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, que nous avons créé depuis
que nous sommes à la tête de ces ministères. Nous avons l'ONAT, qui est l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui est l'équivalent de l'OVG, donc l'Observatoire volcano de Goma, qui, au sein de l'ONAT, vous aurez des OPJ, des officiers de police judiciaire à compétences restreintes, qui auront pour rôle, après avoir prêté serment devant le procureur de la République, d'aller constater comment se fait les occupations. Et donc, si on trouve un ouvrage, prenons qu'un endroit qui était affecté pour un terrain de football, un individu a un permis pour construire un immeuble de 10 étages, eh bien, on va faire surseoir immédiatement ce projet parce que ça ne correspond pas à la planification et à l'affectation de cet espace. Et la loi qu'on attend va bouleverser nos vies parce qu'il y a une notion moderne du droit pénal de l'aménagement du territoire où, cher Patrick, l'inobservance des règles de planification spatiale, si jamais cette loi est promulguée, est élevée au même rang, au même titre qu'une incrimination au droit pénal. Donc tu peux faire l'objet d'emprisonnement, tu peux faire l'objet de paiement des amendes et tant d'autres sanctions. Voilà ce qui va arriver si jamais ces outils se mettent en place. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, pour ces éléments que vous avez apportés, à la fois sur les mesures qui ont été prises pour nous assurer que nous prévenons, en tout cas, plus de sinistrés en cas de survenance de catastrophes naturelles, mais aussi ce que vous faites en termes de réforme dans les secteurs de l'aménagement du territoire, qui est en fait des secteurs englobants, à la fois l'urbanisme et les affaires foncières, et ce qui définit d'ailleurs notre manière de vivre sur les territoires. Voilà, on va prendre les questions de M. Patrick Lakwe. On va demander à Welcome Ngimbi et à Christopher Ochokoum de se préparer pour leurs questions. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre d'État, vous avez des services pour vous accompagner dans votre mission. Est-ce que les prévisions de ces services, je prends l'exemple de la Mételsat, sont suivies et exécutées? Nous sommes dans le cas des inondations. La Mételsat avait donné des prévisions sur ces fortes pluies. Est-ce que ces différentes prévisions sont suivies et respectées? Tout à l'heure, vous avez de manière magistrale expliqué les fondements de votre ministère. Mais au regard de ces explications et la réalité sur le terrain, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre ministère ne fait pas bien son travail? Monsieur le ministre. J'aime bien la question. Hein. Votre ministère ne fait pas bien son travail. J'aime bien la question. Non, chers compatriotes, chers amis. D'abord, oui, Mételsat, c'est un organe technique qui est sous la tutelle du gouvernement. Je crois que c'est le ministère de la Recherche scientifique, si je ne m'abuse pas, qui a la tutelle. Ils produisent des rapports prévisionnels qui permettent à ce que l'exécutif puisse prendre des mesures idoines pour prévenir. Mais au-delà de Mételsat, aujourd'hui, j'ai la joie de vous informer que notre pays a accédé au GEO. GEO, c'est le groupe d'observation de la Terre, qui est une organisation internationale qui regroupe une centaine de centres de recherche qui s'occupent de tout ce qui est produit de données géographiques sur la Terre. Et donc, grâce au leadership de son Excellence, c'est le chef de l'État aujourd'hui, parce que c'est le ministère de l'Aménagement qui pilote ça, l'accession à cette organisation nous permet d'avoir des données fiables auprès de la NASA et tant d'autres grands centres de recherche. Donc, nous allons, dans les jours à venir, parce que là, on est en train de mettre les GEO-RDC, qui va nous permettre avec les géoportails, et c'est aussi des innovations qui sont au niveau de l'aménagement du territoire, pour nous permettre d'avoir des données. Donc, il y a des prévisions certes, mais je vais vous donner par exemple un cas. La rivière Ndjili qui se jette sur le fleuve Congo, il nous avait été expliqué par les techniciens qu'en 2002 avait une largeur de 64 mètres. Aujourd'hui, il n'y a que 24, 22 ou 24. 24. Donc il y a 40 mètres où l'homme, nos compatriotes, ils se sont invités à aller remblayer la rivière Ndjili, ce qui fait que la quantité d'eau qui vient pour se jeter dans le fleuve ne supporte plus cette voie d'évacuation. Le passage rétrécit, donc on était à 60, on est réduit à 20, donc vous voyez que la largeur ne tend plus celle qu'elle était, donc la tendance pour les eaux, c'est de déborder. Et en tout temps, vous savez qu'à chaque construction qu'on érige, il y a une quantité d'eau qui se jette sur cette construction-là. Mais il faut qu'il y ait, ce n'est pas pour rien qu'il y a
on met toujours les gouttières ou les voies d'évacuation. Tout ça, c'est calculé pour qu'on sache la quantité d'eau et son évacuation. D'où ça nous avait même été proposé le système d'étiage. C'est comme un peu, on met, pour commencer à surveiller, dès qu'on atteint tel centimètre, on peut faire des alertes. Voyez-vous? Et donc, au niveau de notre service, au niveau de l'aménagement du territoire, nous avons ce service-là avec la Géo qui va nous permettre à ce que nous puissions vraiment nous pencher sur cette question des données fiables qui permettent d'anticiper et surtout la question de gestion de catastrophes. C'est très très important. Je ne sais pas si il y avait encore une deuxième question sur... Oui, allez-y. Oui, en fait, la deuxième question, si vous permettez, c'est que les attributions de votre ministère, au regard des réalités sur le terrain, des aménagements sans normes, et aujourd'hui, je pense bien que le gouverneur a lancé la démolition sur la baie de Ngalema, mais comment est-ce qu'on est arrivé à ériger sur ces zones alors que, normalement, ces zones sont restées pendant plusieurs années sans être aménagées, excusez. Alors, pourquoi ces cas-là, alors qu'il y a un ministère d'aménagement du territoire qui doit prévoir des zones d'édification? Si vous m'avez très bien suivi, je vous ai parlé... D'abord, l'aménagement n'est comme ministère que depuis 2017. Donc ça fait aujourd'hui 8 ans. On est en 2025. C'était un secteur nouveau qui venait d'être consacré dans la Constitution de 2006, tel que complété et modifié en 2011, à l'article 203. Il fallait produire des outils de planification. Donc je vous ai dit ici, il fallait une politique. La politique, c'est un instrument d'orientation de qu'est-ce qu'on veut faire de nos 2 300 km². Comme j'ai dit, si on décide aujourd'hui de mettre les hôpitaux en face des bars, c'est un choix à faire. Et donc la PNAT, qui a fait l'objet de vulgarisation dans presque toutes les provinces, c'est un outil important. Il ne fallait pas s'arrêter seulement à la PNAT, il fallait avoir un cadre normatif. Parce que l'aménagement, aujourd'hui, n'est régi que par l'ordonnance portant attribution des ministères, qui est un acte réglementaire. Donc au niveau de la pyramide juridique, le règlement, qui est l'ordonnance du chef de l'État, a une valeur inférieure par rapport aux autres sectoriels qui disposent des lois. Il y a la loi foncière, la loi de 73, les mines disposent du code minier de 2002, l'environnement, il y a le code forestier, l'agriculture, ainsi de suite. Donc, pour qu'on planifie et qu'on ramène tout le monde à l'observance de cette planification qui tient compte des aléas, parce que la planification spatiale ne se fait pas au hasard. Quand on dédie un espace pour, par exemple, les zones économiques spéciales, il y a les études de vulnérabilité qu'on fait, il y a les zonages qu'on fait, pour voir la résilience de cet espace, si ça peut correspondre ou pas à telle autre activité. On veut construire un nouvel aéroport. Il faut qu'on questionne le plan d'aménagement du territoire de cet endroit-là. Parce que déjà, on va dire que les structures, les constructions de base qu'on peut ériger à tel autre endroit est pensée en amont. Et donc, pour répondre à votre question, nous avons passé le temps. Ce sont des réformes énormes que nous avons faites. Avant, on n'avait pas la NAT. Aujourd'hui, nous avons la NAT. On n'avait pas l'ONAT. Aujourd'hui, nous avons l'ONAT pour surveiller, pour contrôler. Parce que dans nos attributions, nous avons la conception et l'élaboration des plans d'aménagement du territoire. C'est ça le SNAT. Je vous ai parlé du schéma national. On vient de finaliser ça pour les 2 345 km². Il fallait faire un travail de collecte de données. On a envoyé des techniciens, des ingénieurs dans toutes les 26 provinces. Ça prend du temps. Vous savez, nous avons nos contraintes de voies de communication, d'accessibilité, mais toutes ces données ont été rassemblées. Il fallait également produire les 2 études, potentiel agricole et capital forestier. Et donc là, on est prêt d'avoir un outil, le SNAT. J'ai également, dans mes attributions, l'évaluation des potentialités du territoire national en ce qui concerne les ressources naturelles. Je vous informe que nous avons l'annuaire sur les ressources naturelles du sol et des sous-sols, qui est déjà produit, un atlas, mais qui fera l'objet d'actualisation chaque année. Pour vous dire qu'on ne dort pas. Vous savez, avec Fachi, on ne dort jamais. Moi encore avec Maman Judith Soumino. J'ai dans mes attributions les contrôles et la surveillance de manière permanente de l'utilisation du territoire national.
Je vous ai dit qu'on a mis en place l'ONAT, l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui sera un corps des OPJ pour aller surveiller. Donc cette attribution, il y a un organe qui n'existait pas avant. Et donc nous avons créé ça. L'établissement des programmes et des stratégies de mobilisation des ressources. Nous avons aujourd'hui Kinshasa Mercantile, KME, je crois que vous avez suivi, où on va avoir une bourse de valeur. C'est un projet, le marché des commodities, pour que tout ce qui est comme produits agricoles, produits miniers et tant d'autres produits puissent être interchangés dans un marché réglementé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc il y a la KME, la Kinshasa Mercantile Exchange. Ça, c'est mon attribution sur la mobilisation des ressources. Et donc là, on va avoir des ressources. Vous voyez que je ne fais qu'obéir à ce qui est à moi. J'ai également dans mes attributions la planification, la conception et l'aménagement des nouvelles villes, modernisation des villes existantes et développement des territoires. Il est vrai que cette attribution va connaître une évolution avec la création du ministre délégué en charge des politiques des villes. Donc ça sera une attribution qu'on va partager avec lui et on le fait. Vous savez, le gouvernement fonctionne sur base de la solidarité, la complémentarité. Et donc tout ce que je fais, l'ordonnance dit, en collaboration avec les ministères EIA, les affaires foncières, l'urbanisme. Je sais que vous avez déjà lu l'ordonnance portée à attribution, ce n'est qu'un petit rappel. Comme ça nous fait un peu une attitude pédagogique. Je sais qu'il connaît bien cet article-là. Ainsi que les transports. Vous serez étonné que l'aménagement concerne également les transports. C'est-à-dire que quand le ministère des Transports initie un projet structurant de construction des aéroports, dans le cadre de la mobilité urbaine, vous m'avez vu à un moment donné, j'ai été intéressé par la question des téléphériques. J'ai vu la blague, hein, on me dit, mais Luando, où est ta téléphérique là? Oui, parce que la mobilité, la question liée au transport concerne également l'aménagement, parce que cela doit se greffer sur un programme et une planification dans l'ensemble. Je suis également en collaboration avec le ministère du Développement rural, mon collègue le ministre d'État de Développement rural, pour les questions, par exemple, des routes et des recettes agricoles. La tracée de ces routes, l'entretien de ces routes, le développement rural ne peut pas le faire seul. Il faut qu'il le fasse avec l'aménagement du territoire. Les ressources hydrauliques et électricité. Pour la question d'accès à l'eau, vous allez voir par exemple dans le cadre du projet de ville durable de Boma, on est en collaboration avec mon collègue le ministre des ressources hydrauliques pour les postes eau et électricité, dans le cadre des énergies renouvelables. Parce que nous voulons migrer vers ce qu'on appelle les villes durables, ça veut dire les villes qui tiennent compte des générations futures. Voilà, donc il sera 20h dans quelques minutes, on va rendre l'antenne et nous allons continuer l'exercice. Après le journal, les gens pourront suivre. Mais le petit commentaire que je peux me permettre avant, c'est qu'il faut considérer que pendant des longues années, on n'a pas trouvé des solutions. Et que les mesures que nous prenons en tant que gouvernement, nous les prenons pour organiser la vie avec des citoyens. Et donc, bien au-delà de ce que le ministre d'État est en train de nous dire, il y a une responsabilité de nous tous. Lorsque vous voulez acheter une maison, lorsque vous voulez qu'on la construise, où est-ce que vous achetez, qui va la construire, de quelle manière et dans quel espace. Voilà plus ou moins ce qu'il faut avoir. Et pour te compléter un peu rapidement, Patrick, vous savez, on a aussi un problème de culture. L'indice de richesse chez nous, c'est quand tu as une maison. Tout le monde rêve d'avoir une maison. Mais où il faut avoir cette maison, c'est ça la grande question. Il faut un peu de discipline pour que nous ayons un territoire aéré, comme ça se fait ailleurs. Vous voyagez, vous voyez quand vous voulez atterrir sur Roissy, à Air Tambo, vous voyez comment les rues sont bien tracées. Ce n'est pas comme maintenant, tôle rouge, verte, violet, façade avec des faïences, avec des carreaux. L'autre, mais ça fait désordre. Et pourtant, l'aménagement, c'est le ministère du beau. Pour avoir cette beauté-là, il faut planifier ça en amont. Merci. Bonne soirée chez vous. Merci. mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali